nous allons vraiment pouvoir parler création, supporter la création et la renforcer aujourd'hui. Comment favoriser et protéger la création. Donc, M. Pierrick Bournazel va nous rejoindre. Vous, en attendant, je souhaitais revenir un peu sur des sujets d'actualité qui permettent de recadrer les débats et les questions que nous allons avoir tout à l'heure. Alors, on a parlé plusieurs fois de la directive SMA, qu'on appelle la VMS en anglais. Alors, à présent, elle vient d'être promulguée, voici quelques jours, environ une semaine. Elle a été, cette directive a été définitivement promulguée donc, le mois dernier. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette directive? Que nous avons 21 mois pour transposer. 21 mois pour transposer. De nombreux organismes ont donné des avis décisifs sur cette directive. Par exemple, le rapport du CSA, qui, dans le cadre d'une refonte globale, a pris des positions intéressantes et qui vont évidemment dans le sens des travaux qui ont participé à l'élaboration de cette directive, comme étendre le champ de la régulation audiovisuelle au partage, aux plateformes de partage de vidéos. Donc ça, c'est un point, une avancée clé. Alors, les changements apportés par la directive, donc, vous vous souvenez qu'on avait déjà discuté du fait, puisque certains d'entre vous étaient déjà là, des grands sujets européens qui ont un impact sur la situation française et sur notre marché. On a la directive SMA, on a la directive droit d'auteur, copyright, on a le règlement qu'on appelle SATCAP, qui est en fait une modification des règles Cap Satellite. En fait, en réalité, c'est plus vraiment un règlement, c'est une révision de la directive Cap Satellite. Donc en gros, c'est ces trois textes-là, plus tous les droits relatifs aux données, à l'open data, que ce soit les données personnelles ou les données qui ne sont pas personnelles et qui sont en accès libre. Donc tous ces grands textes-là vont définir finalement le travail qu'on va pouvoir faire et comment renforcer notre marché et notre profession face à des opérateurs internationaux dont on sait le poids qu'ils font peser sur vos activités et sur la concurrence. Donc, alors, c'est ce qui me conduit à aborder quelques petits sujets techniques, mais qui vont avoir de l'importance. Par exemple, quel est le pays qui va s'appliquer à un télédiffuseur? Donc, on a aujourd'hui une situation. Avec SMA, cette situation a un petit peu évolué. Et il faut voir cette situation à la lumière du Brexit. Parce qu'en Europe, un très grand nombre de chaînes sont installées à Londres. Donc, par le fait qu'à la fois on va avoir SMA qui va changer les choses et le Brexit qui va beaucoup changer les choses, en réalité, la situation va être refondue. Parce que ces chaînes internationales qui sont aujourd'hui à Londres, comment est-ce qu'elles vont se repositionner? Où vont-elles s'installer? À quel droit vont-elles être soumises? Puisque une chaîne qui est soumise pleinement au droit français, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un contrat avec le CSA, elle a des obligations plus spécifiques, que ce soit en termes de quotas, de contenu, de publicité. Donc, dans SMA, on a ce qu'on appelle un renforcement du pays d'origine. Donc, une chaîne de télévision, si elle a son siège dans un État membre, mais que les décisions éditoriales sont prises dans un autre État, finalement, la chaîne elle va être soumise au droit de l'endroit où elle a une partie importante et substantielle de ses effectifs qui travaillent. Donc, finalement, une chaîne, il ne suffira pas qu'elle ait son siège social dans un pays pour être soumise au droit de ce pays. Quand une chaîne vient d'en dehors de l'Union européenne, donc c'est le cas des chaînes américaines, mais ce sera donc bientôt le cas des chaînes anglaises, à ce moment-là, si elle a son siège en dehors de l'Union européenne, elle sera soumise par rapport à l'Union européenne au droit du premier État membre dans lequel elle est activité, à condition qu'elle y maintienne un lien stable, un lien économique. Donc voilà, donc cet article-là, ce sera un début de réflexion pour voir un peu comment des chaînes étrangères qui reviennent en Europe après le Brexit vont fonctionner. Donc il y a un organisme européen qui est la réunion un peu de tous les régulateurs comme le CSA qui s'appelle l'ERGA, qui aura des pouvoirs renforcés, plus d'indépendance, et qui a émis aussi un rapport sur ces sujets. Donc, dans la directive, il y a un sujet phare et clé dont vous avez tous entendu parler, qui est l'obligation pour les services de proposer dans leur catalogue à la demande au moins 30% d'œuvres européennes.
Et la possibilité aussi pour les États de demander un financement aux plateformes. Donc là, au niveau du droit qui s'applique, c'est plus le même raisonnement. C'est-à-dire qu'un État va pouvoir demander aux plateformes qui visent son territoire et son public, ces plateformes-là, de participer au financement de la création, soit en contribuant à un fonds ou selon d'autres formes d'investissement direct. C'est un point important, et le financement sera calculé uniquement à ce moment-là sur les recettes concernées de l'État membre qui se demande la participation. Les autres points de cette directive-là, bon alors effectivement le fait que les plateformes vont être soumises aux droits de l'audiovisuel aura un impact sur la protection des mineurs par exemple, et la possibilité de règles plus strictes en matière de communication sur des règles antiterroristes ou des règles d'ordre public, une réforme de la publicité, et bon, là-dessus, on peut effectivement considérer qu'il y a à présent un terrain relativement connu sur les bases juridiques, puisque la directive est publiée, il y a eu de nombreux rapports, donc de nombreuses questions en suspens, mais on a franchi quand même une grande étape. Pour mentionner la position d'un opérateur comme Netflix, donc eux se sont installés à Paris, comme vous savez, et ont indiqué que selon eux, là, pour l'instant, ils proposent 20% de contenu européen, et ils ont indiqué qu'ils se caleront sur la directive et qu'ils adopteront le 30% de contenu européen dès lors que, selon leurs termes, la directive... Pardon. M. Bournazel est là, donc je finis ma phrase pour indiquer dès lors que la directive sera transposée dans le droit hollandais. Donc nous accueillons M. Bournazel. Bonjour, Pardon, merci. Bonjour. Et Mme Lauriane Rossi, que nous remercions infiniment. Voilà. Madame Rossi. Elle est là. Bonjour à toutes et à tous, Lauriane Rossi, ravie de vous accueillir à nouveau dans ces salons de la question pour ce nouveau petit déjeuner de l'OTA. Ravie de vous voir nombreux également, et un grand merci à nos intervenants et à Pierre Bournazel qui nous fait le plaisir d'être avec nous, avec vous ce matin pour échanger sur cette réforme, cette modernisation de l'audiovisuel sur laquelle je sais que tu travailles depuis de longs mois maintenant, ayant été président notamment de cette mission d'information et qui a donné lieu à un rapport qui vous a été présenté d'ailleurs lors du précédent petit déjeuner par Aurore Berger, et avant elle, Frédéric Dumas a été intervenu aussi devant vous pour échanger sur ces enjeux-là. Je laisse la parole à Thierry Bournazel. Encore bienvenue ici à l'Assemblée nationale, à la Caissure, et puis très bonne matinée à vous. Merci infiniment. Merci infiniment aussi à M. Pierre Bournazel. Vous êtes en effet le co-auteur de ce rapport très remarqué, et vous vous impliquez à bien des niveaux au soutien de la création, puisque la semaine dernière encore, par votre amendement, vous avez proposé de rehausser le crédit d'impôt international pour la VFX de 30 à 40%, ce dont on sait tous à quel point ça a pu contribuer à du dynamisme économique et à de la création d'emplois. Alors, nous donnons la parole, enfin, nous vous remercions de la prendre en tout cas pour éclairer nos débats par rapport au suite, et on aura plein de questions si vous êtes d'accord. Voilà. Merci à vous, merci d'abord de votre invitation. Écoutez, moi je vais vous donner quelques propos, mais je suis surtout là pour vous entendre et vous écouter, parce que c'est vous qui connaissez mieux le sujet que moi. J'ai essayé, au travers de 6 mois d'audition, 222 représentants du secteur audiovisuel qui ont été entendus, écoutés et entendus. Nous avons essayé de dresser un certain nombre de perspectives et de propositions. Alors d'abord, je vais dire des choses assez simples, mais je crois qu'il faut poser un diagnostic. Aujourd'hui, on assiste à une asymétrie de la régulation, évidemment entre le secteur audiovisuel, c'est-à-dire les acteurs historiques, et évidemment les GAFAM. Et donc, il s'agit non seulement d'un côté de proposer l'assouplissement d'un certain nombre de règles pour les acteurs historiques qui font face à une forme de concurrence déloyale, et d'inventer des nouvelles règles pour les GAFAM, pour les faire contribuer au soutien à la diversité de la création. Nous avons construit un modèle. Ce modèle, c'est l'exception culturelle, c'est le soutien à la diversité
de la création. Ce modèle qui a été souvent moqué est un modèle qui commence à inspirer d'autres nations, parce qu'au fond, il dit beaucoup aussi de ce que nous voulons construire pour notre avenir. Et ce modèle-là, nous voulons non seulement le préserver aujourd'hui, nous voulons le préserver demain, et nous voulons lui donner une chance de pouvoir continuer à rayonner et assurer l'attractivité, parce qu'il y a une urgence culturelle et économique à agir. C'est un peu ce que nous disons dans ce rapport. Nous avons évoqué dans ce rapport plusieurs sujets, je vous les donne et puis je vous donnerai évidemment la parole et je vous entendrai avec plaisir sur ces sujets-là. La lutte contre le piratage, une lutte efficace contre le piratage avec un certain nombre de propositions extrêmement fortes dans le rapport, je crois que c'était essentiel. J'ai été frappé d'une chose, c'est lorsque nous avons reçu en audition le président de la LADOPI, il y a quelques mois, c'était la première fois qu'il était auditionné depuis sa création à l'Assemblée nationale. Je me suis dit quand même qu'il y avait un certain problème de conception et de soutien au travail qui pouvait être fait par la LADOPI, alors qu'elle joue un rôle absolument essentiel, et dans le rapport, nous proposons même de renforcer un certain nombre de ses missions et de la faire travailler, évidemment, à minima, en synergie avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous avons travaillé sur un point, c'est créer les nouvelles conditions de la croissance du secteur de l'audiovisuel. Donc nous avons aussi là aussi des propositions fortes dont nous pourrons parler et nous pouvons échanger avec vous là-dessus. Nous avons travaillé sur le partage de la valeur de manière plus juste entre les différents acteurs du secteur. Donc je pense là aussi que ça peut de questions et de propositions de votre part, et donner vraiment plus de force, de visibilité par des nouveaux dispositifs de soutien à la diversité de la création. Dans l'introduction que j'ai rédigée au rapport, j'ai voulu aussi faire un focus singulier sur l'audiovisuel public, car j'ai voulu réaffirmer les missions singulières de l'audiovisuel public. Ces missions singulières, c'est bien sûr le soutien à la création, c'est bien sûr l'éducation aux médias. Dans un monde de la désinformation, il est important que l'audiovisuel public assure ces missions-là. Et puis c'est une qualité de l'information qui demande évidemment une réflexion sur sa gouvernance et sur son financement. Mais avant de faire les propositions sur la gouvernance, sur le financement de l'audiovisuel public, j'ai voulu, c'est ce que j'ai essayé de retenir, des lectures que j'ai pu faire, des échanges informels que j'ai pu aussi avoir avec les uns et les autres, c'est bien du secteur audiovisuel public et de lui assigner une porte singulière qu'on ne retrouvera pas chez d'autres acteurs, évidemment. Et ces missions que j'ai à l'instant résumées me semblent primordiales. J'ai même proposé, mais ça n'engage que moi à titre personnel, ce n'est pas dans le rapport, mais c'est dans mon introduction, j'ai même proposé le rétablissement temporaire de la publicité entre 20h et 21h sur France Télévisions, et je souhaite que les 60 millions d'euros qui sont évalués aillent directement au soutien à la création, parce que je crois que dans la transformation de l'audiovisuel public, il est important pour réussir des transformations majeures dans le cadre de la réforme de l'État, l'audiovisuel public doit y participer, pour faire des réformes de structure, il est important de donner plus pour réussir les missions. Je ne crois pas beaucoup au rabot de manière générale. Je crois que quand on rabote, en fait, on ne prend pas de décision. On fixe des objectifs, on explique ce qu'on attend, on a une exigence de résultats, on a des priorités à donner, et on donne les moyens à une grande entreprise publique de réussir sa mutation sur 5 ans. Et si on veut des réformes structurelles, si on veut s'attaquer à un certain nombre de dépenses à l'intérieur de l'audiovisuel public, on parle souvent notamment, vous savez bien, des efforts à faire, notamment sur un certain nombre de directions à l'intérieur, notamment de France Télévisions. Eh bien, pour réussir ces mutations-là, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut donner des moyens de le faire. Et en même temps, il faut que l'audiovisuel public investisse. Et pour investir, il faut lui donner des moyens de pouvoir le faire. Et donc,
À partir de là, on a fait un certain nombre de propositions sur la gouvernance. Voilà, des sujets en débat, on pourra y revenir. La gouvernance, c'est, pour moi en tout cas, plus de stabilité pour pouvoir avoir une direction qui puisse travailler dans la durée, en confiance, avec un conseil d'administration probablement renouvelé, mais un conseil d'administration qui permette de choisir le président ou la présidence de France Télévisions et de lui permettre de mettre en œuvre ses objectifs. La gouvernance, c'est aussi la possibilité d'avoir un financement durable. C'est toute la réflexion, évidemment, qui a été posée sur la redevance audiovisuelle. Donc là aussi, un certain nombre de sujets qui ne sont pas des sujets tabous. Si on veut que la singularité de l'audiovisuel public s'affirme, il faut aussi assumer son financement, il faut qu'il soit clarifié et clarifié dans le temps. Voilà un peu tous les sujets que nous avons portés à l'intérieur de ce rapport, avec une partie audiovisuel public où je me suis là aussi un peu singularisé dans la singularité du sujet que nous portions. Voilà un peu les sujets qui sont en débat. Après, nous continuons le combat à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de collègues qui ont été cités tout à l'heure, notamment Aurore Berger. Nous nous battons sur ce soutien à la création. J'ai porté un amendement, ça a été rappelé tout à l'heure, parce que la question du cinéma et la question des effets visuels, c'est une question d'attractivité, c'est une question de concurrence. Et si nous voulons maintenir ou créer des emplois demain dans ce secteur-là, il faut que l'on puisse être immédiatement compétitif. Et il est parfois difficile d'expliquer à un certain nombre de nos collègues qui ont une vision souvent comptable, et c'est important d'avoir une vision comptable, mais il faut avoir une vision aussi d'avenir. Parce que puisqu'ils disent ça peut coûter cher aux contribuables. Ce qui coûte cher aux contribuables, c'est lorsque les emplois partent ou qu'on n'en crée pas. Parce que lorsque l'on peut faire cet effort pour monter à 40% ce crédit d'impôt sur les effets visuels, c'est 500 à 600 emplois immédiatement opérationnels dans notre région capitale, en France, qui peuvent être maintenus ou créés, et ce sont autant de cotisations sociales. C'est donc qu'il y a une urgence culturelle à agir, mais aussi une urgence économique pour être extrêmement compétitif. On voit l'Australie, mais on voit le Canada être extrêmement performant dans ces domaines-là. Et à l'heure du Brexit, il est important que la France envoie un message extrêmement fort de sa volonté de permettre à tous celles et ceux qui veulent créer, inventer, innover, produire, de pouvoir le faire dans notre pays. Les crédits d'impôt ont fait la démonstration, contrairement à ce que certains voulaient dire, de leur efficacité. On l'a vu notamment pour la relocalisation d'un certain nombre de films, et on l'a vu aussi parce que beaucoup de tournages internationaux, dans les années notamment 2016-2017, et on va voir pour 2018, se sont faits dans notre pays. Je voudrais citer deux exemples. Mission Impossible 6, où le film Beffikré, qui m'avait beaucoup marqué lorsque j'étais à la région Île-de-France, est un film de Bollywood. Alors on va dire, ils sont venus là, ils ont fait 100% du tournage dans la région Île-de-France. C'est, je crois, de souvenir, autour de 9 à 10 millions d'euros d'investissement. Ce sont des emplois derrière. Et par ailleurs, c'est un film qui valorise comme jamais le patrimoine parisien. Et c'est 120 millions à minima de spectateurs dans les salles de cinéma de Hollywood, en Inde. Et donc, je veux dire par là, on assure à la fois notre rayonnement, notre attractivité et de l'emploi. Ce sont deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, et je ne parle pas de toute la relocalisation d'un certain nombre de films qui allaient en Belgique ou dans les pays de l'Est européen. Donc il faut soutenir cette diversité de la création, il faut permettre aux créateurs de pouvoir produire, réaliser leur œuvre dans notre pays. Et donc nous sommes extrêmement vigilants à suivre de près tous ces sujets. Et n'hésitez pas à, là aussi, non seulement poser des questions, mais aussi à donner un certain nombre de points de vue et d'arguments. C'est absolument essentiel qu'on sorte de ce débat manichéen de ceux qui sauraient compter et de ceux qui ne comprendraient pas les enjeux financiers du secteur culturel. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à la création qu'on ne sait pas compter. Savoir compter, c'est aussi savoir investir
savoir investir, c'est aussi avoir des rentrées importantes pour notamment les différentes cotisations au-delà de la vision, évidemment, qu'on a de notre modèle d'exception culturelle et de soutien à la diversité de la création. Voilà, je ne veux pas être plus long parce qu'on m'avait dit 5 minutes, mais je crois que j'ai déjà dépassé. Mais vous voyez, il y a beaucoup de sujets qui peuvent amener beaucoup de questions, beaucoup de remarques et beaucoup de propositions. En tout cas, je pense qu'on peut continuer à avancer ensemble sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose de donner la parole à M. David Kessler. Merci. Comme vous venez de le dire, Monsieur le député, il y a énormément de sujets, donc c'est toujours un peu complexe de faire la synthèse de ces sujets qui sont à la fois tous liés les uns aux autres, ceux que vous avez énoncés dans votre propos introductif, et qui en même temps ont chacun leur logique, leur propre chemin d'évolution, et vous avez mentionné dans votre propos les textes européens. C'est vrai que il y a un lien indiscutable entre chacune des directives, chacun des règlements que vous avez évoqués, et en même temps chacun a son cheminement, chacun a son histoire. Ils n'évoluent pas tous de la même manière, certains de façon plus satisfaisante que d'autres. Des incertitudes qui pèsent sur l'évolution des uns sont parfois compensées par le fait que d'autres ont pu finalement être adoptés. Et ce qui frappe toujours pour moi qui suis depuis longtemps ces questions, qui regardent les évolutions européennes, mais qui ne suis pas non plus un spécialiste du droit européen dans sa complexité, c'est tout de même que, une fois adoptés, ces textes sont d'une complexité redoutable d'application, et que de ce point de vue-là, la directive SMA, Service des médias audiovisuels, qui comporte des avancées que vous avez mentionnées, n'échappe pas à cette règle. Et que le vrai enjeu dans les mois qui viennent, c'est évidemment la transposition que le Parlement devra mettre en œuvre dans le cadre de la loi audiovisuelle. Et vous avez rappelé qu'il y a un délai contraint, donc espérons que ce délai sera tenu. Mais indépendamment même de la mise en application, il y aura la mise en application concrète dans les rapports, notamment effectivement avec ces plateformes. Je vais y revenir dans un instant. Et malgré tout, quand on regarde le texte de directive, il est un peu complexe parce que tout le monde s'est réjoui, et je participe de cette satisfaction. Je pense que l'idée d'avoir fait passer disons, les exigences réglementaires du pays d'origine, ce qui constituait très souvent quand même un détournement de l'égalité, parce que c'est vrai qu'en France, et ce qui était marginal il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'étais au CSA, je n'ose pas dire quand, mais il y a vraiment très longtemps, où il y avait toujours des gens pour dire oui, mais quand une chaîne est au Belgique ou au Luxembourg, qu'elle diffuse majoritairement à destination de la France, tout ça constitue une rupture d'égalité. Alors après, une jurisprudence de la Cour de justice qui permettait éventuellement de corriger ça, mais néanmoins, ça restait des phénomènes très marginaux dans un univers hertzien qui était quand même largement contrôlé par les nations. Aujourd'hui, l'arrivée des plateformes mondiales, évidemment, crée une inégalité majeure. Et d'ailleurs, on a bien vu que ces plateformes mondiales prennent soin de mettre leur siège. Et d'ailleurs, c'est intéressant du point de vue de ce que vous avez mentionné sur le Brexit, non pas en Angleterre, mais dans d'autres pays où la législation est quasiment aussi lâche au sens de leur laissant une grande liberté, comme par exemple les Pays-Bas, le Luxembourg, et donc où leurs contraintes par rapport à la directive sont très faibles, sont extrêmement faibles. Alors, il y a une correction de ça dans la directive. Il n'empêche que, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez, je crois que le juge de l'application de la loi, ce n'est pas le pays de destination, c'est le pays d'origine. Et donc, savoir si le régulateur hollandais se précipitera pour vérifier si Netflix respecte ses quotas en France, je n'en suis pas totalement convaincu personnellement. Et c'est pour ça que j'ai dit à plusieurs reprises, et je veux venir à la question que vous avez posée sur la chronologie des médias, j'ai dit à plusieurs reprises aux organisations du cinéma que je connais depuis longtemps, que l'idée quand même, ça c'est un point
sur lesquels je voudrais dire que moi, alors là, c'est une conviction profonde. L'idée que nous pourrons demain, purement et simplement, transposer notre système de régulation audiovisuelle, dont d'ailleurs le rapport le dit de façon très claire, mais je vais insister là-dessus. Nous ne mesurons pas, et je vous donnerai un exemple dans un instant, nous ne mesurons pas l'efficacité, c'est-à-dire nous partons de l'idée qu'il est efficace, mais nous ne mesurons pas en réalité son efficacité. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a une production audiovisuelle à la fois plus abondante, plus riche, qui circule mieux internationalement que bien d'autres pays qui ont moins de réglementation et de régulation? La réponse est non. J'étais il y a quelques semaines, enfin il y a 15 jours à New York pour cette cérémonie qui s'appelle les International Emmy Awards, qui sont les Emmy Awards non pas pour les programmes américains, mais pour les programmes internationaux. Et ce qui est extrêmement frappant quand même quand on va à cette cérémonie, c'est d'une part l'incroyable richesse de la production audiovisuelle mondiale aujourd'hui, dans tous les secteurs, le secteur du documentaire que Hervé représente, mais le secteur de la fiction, et même le secteur des magazines, etc. Il y a des choses, des formats extrêmement originaux, il y a une diversité de sujets traités formidable. Donc, il y a une diversité comme il n'y en a jamais eu, et d'ailleurs, il n'y a pas un intervenant dans un exposé qui ne commence pas son propos par dire « We are at the golden age of the industry ». C'est un propos qui est répété mondialement. Et on ne pouvait qu'être frappé du fait qu'il n'y avait pas un programme français sélectionné. Alors on peut dire que c'est conjoncturel, c'est une mauvaise année, mais je crois que ça représente quand même un petit peu au-delà de la conjoncture la réalité qui est que quantitativement nous respectons des quotas, mais nous n'avons pas complètement pris les virages que beaucoup d'industries audiovisuelles ont pris dans le monde. Nous ne l'avons pas totalement pris. Et donc, notre système, qui est un système très national de protection, de régulation, de réglementation, a peut-être fait qu'au moment où l'audiovisuel, finalement, il y a 10 ou 15 ans, c'est très frappant, ça c'est un phénomène, il y a 10 ans ou même encore il y a quelques années, je me souviens de conversations avec l'ancien président de TF1 dans lequel il vous démontrait, coup de grille à l'appui, que quand il passait une fiction française, ça lui coûtait plus cher en diffusion, en production, que ça lui rapportait en publicité, mais qu'en revanche, quand il passait des fictions américaines, ça lui coûtait beaucoup moins cher, et que donc il n'y avait pas d'intérêt économique. Vous n'avez plus un diffuseur aujourd'hui qui vous tient ce raisonnement. Plus un diffuseur ne vous tient ce raisonnement, pour une raison très simple, c'est que dans tous les pays aujourd'hui, que ce soit en Europe, mais aussi dans d'autres pays, la fiction nationale l'emporte largement sur la fiction américaine. Je ne parle pas des grandes fictions américaines de pay TV qui se retrouvent sur les plateformes ou sur les grandes chaînes de pay TV, mais je parle de la fiction généraliste de la télévision gratuite. Il est clair que la fiction nationale l'emporte. Alors, je ne suis pas un libéral forcené et je ne crois pas que l'absence de réglementation soit toujours la solution, et certainement pas en matière audiovisuelle, mais je pense quand même que ça doit nous inclure dans la préparation de la loi, et d'ailleurs, ça fait partie des réflexions que j'ai vues dans le rapport de Pierre-Yves Bournazel et d'Aurore Berger. Je pense que ça doit nous conduire à réfléchir à l'adaptation de nos règles, simplement. Est-ce que nous ne sommes pas allés trop loin dans un certain nombre de règles qui font qu'on a plus pensée hexagonale alors qu'aujourd'hui, la circulation des œuvres est une réalité, notamment grâce aux plateformes. Il m'arrive de dire parfois de façon un peu provocante, vous me pardonnerez peut-être si je vous choque à travers ces propos, mais il y a eu la Commission européenne a fait des années de plans médias, dépensé des fortunes pour réfléchir à la circulation des œuvres en Europe, avec un succès quand même extrêmement limité. Je me souviens d'une commissaire européenne qui avait organisé Cinédes, c'est-à-dire qu'elle organisait des projections de films européens dans d'autres pays d'Europe. Ça n'a jamais eu une grande visibilité. Netflix a réussi là où le programme média a raté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez voir plein d'œuvres européennes, vous pouvez aller sur Netflix. Donc, ces réflexions pour dire que je pense que notre réflexion sur la régulation audiovisuelle, de façon générale, elle doit prendre en compte deux choses. Il est évidemment absolument incontestable que la situation actuelle, du point de vue
de ce pouvoir et de cette étendue des plateformes médias, des plateformes internationales, qui échappent à une réglementation. Alors le premier sujet, quand même, il faut le rappeler, c'est un sujet fiscal. Et ça, c'est un sujet qui concerne toutes les GAFA. On voit dans les discussions que Bruno Le Maire mène actuellement en Europe la difficulté qu'il peut y avoir à obtenir de nos voisins des taxations un peu particulières. Et on a quand même entre les contraintes fiscales auxquelles sont soumis les acteurs nationaux européens et les contraintes fiscales auxquelles ne sont pas soumis ces acteurs, un vrai sujet. Ensuite, on a un sujet de réglementation. Le fait d'avoir une absence totale de contraintes n'est pas acceptable quand les acteurs nationaux ont ce niveau de contraintes. Donc, je suis convaincu, il faut profiter de la directive pour imposer un certain nombre de contraintes. Mais il ne faut pas se faire l'illusion que c'est notre système qu'on va leur imposer. Je n'y crois pas une seconde. C'est un système de contraintes qui sera forcément négocié et qui sera moins élevé. Et donc, si on veut permettre aux acteurs français d'exister, voire à des acteurs européens d'exister, parce que on peut quand même être frappé du fait que, malgré toute cette réglementation européenne, la Commission en général et le droit européen n'a pas favorisé l'éclosion de vrais acteurs européens qui puissent se confronter à cette réalité. En réalité, on voit bien que quand on a en face un Netflix, un Amazon, c'est pas chaque pays qui va pouvoir individuellement créer sa propre plateforme. Il serait utile d'avoir un audiovisuel européen que certains réclament depuis très longtemps. Eh bien, ces acteurs ne pourront pas. On assouplit la régulation à leur égard. Et pour terminer là-dessus, parce que vous m'avez posé la question, c'est vrai qu'on a signé hier un accord, enfin non, on n'a pas signé, nous sommes mis d'accord avec les organisations du cinéma. Alors, j'avais un peu pressenti l'histoire, c'est quand on a terminé, on a dit, les organisations nous ont dit, nous ne communiquons pas sur l'accord avant qu'il soit signé, parce que c'est vrai que le diable étant dans les détails, tant que tout n'est pas rédigé, il peut toujours y avoir un sujet. Il y avait 30 personnes autour de la table, ils allaient réunir leurs instances dans l'après-midi, ça veut dire 150 personnes au courant. Je n'avais guère de doute sur le fait qu'il y aurait un article de même pour annoncer que l'accord était là. Donc, ce qui s'est passé, le film français l'a annoncé hier soir, et cet Halifax détaille les sujets ce matin avec peu d'erreurs. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, ce genre de choses ne se garde pas secret. Mais nous, on est très contents d'avoir signé cet accord avec les organisations du cinéma parce que ce qu'on souhaitait vivement, c'est que ce soit derrière nous. Notre engagement pour le cinéma français, celui de CS, il est connu. Il est de manière générale reconnu comme étant un engagement réel et un engagement pour la diversité. Nous ne restons pas convaincus qu'il fallait autant de temps et autant d'énergie pour y arriver, mais dès lors qu'il y a eu tout ce processus extrêmement long, ça fait quand même 4 ans que le CNC a commencé ses médiations sur la chronologie des médias. Il faut quand même rappeler que sur la chronologie des médias, je terminerai par là parce que j'ai déjà été trop long moi aussi, mais sur la chronologie des médias, le CNC a passé plus de 2 ans. La ministre précédente avait nommé un médiateur qui a passé à peu près 1 an, et ensuite elle a passé à peu près 1 an à essayer d'obtenir un accord que le nouveau ministre a fini par arracher il y a quelques semaines. Donc on a passé 4 ans sur une chronologie dont je pense, ce serait un autre débat, mais on va en plus exactement, ça peut être un débat, mais je ne vais pas être trop long, qu'elle est déjà obsolète avant même d'exister. Donc, mais bon, au moins c'est derrière nous, et comme j'ai dit hier aux organisations professionnelles, le fait que ce soit derrière nous fait qu'on pourra se consacrer au vrai sujet maintenant. Et pour moi, le vrai sujet, je termine là-dessus, c'est quand même, ne réfléchissons pas simplement en termes quantitatifs, réfléchissons en termes qualitatifs. C'est-à-dire que la question de l'industrie audiovisuelle et cinématographique française, c'est aussi, ça n'est pas simplement le nombre de films, l'argent qu'on y consacre, c'est évidemment essentiel, l'argent qu'on y consacre, mais c'est aussi sa capacité, et ça va depuis le point de départ, de l'écriture, de la structuration de la filière qui, c'est vrai que nous avons en France une tradition qui n'est pas tout à fait celle des pays anglo-saxons en matière d'écriture, par exemple, de séries. Donc,
ça va depuis ce point de départ jusqu'à l'aboutissement, la diffusion par un diffuseur. Concentrons-nous sur ces sujets qualitatifs qui sont aussi des éléments importants si on veut faire évoluer notre paysage audiovisuel. Merci beaucoup. Je suis convaincue en effet qu'il y a un gros travail de méthodologie à faire, et dans la mesure où c'est vrai que vos médias sont quand même complètement clés par rapport à la concurrence américaine. J'ai deux questions avant qu'on parle avec Véronique. La première question, c'est la stratégie, de manière générale, les développements stratégiques et la TNT. Parce que bon, la TNT assure l'accès gratuit à la télévision au public, et puis une partie très importante de la population encore, à la fois consomme la télévision d'une manière digitale, mais garde la TNT. Après, il y a eu cette problématique du conflit entre la gratuité de la chaîne et les FAI. Avec tout ça, je me demande si, est-ce qu'on a été, justement, pour reprendre un terme du président de l'ARCEP, est-ce qu'on a été trop TNT-centrique et peut-être aussi trop conservateur, et on n'a pas assez porté d'attention finalement à la transition vers la télé digitale, et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on a une stratégie, que ce soit sur le plan justement des contenus concurrentiels, ou sur le plan de la distribution, est-ce qu'on s'est suffisamment impliqué dans la stratégie de cette transition, selon vous, et aussi selon M. Bournazel? Merci. Je pense que c'est une vraie question. Alors, je dirais que c'est une question qui est extrêmement débattue. Il n'y a pas un accord, ni entre les institutions. On a vu dans les déclarations qui se répondaient un peu quelquefois du président du CSA, du président de l'ARCEP. Et ça s'explique un peu par une tradition aussi vieille que le monde, qui chaque institution défend un peu son précaré. Donc l'affirmation du CSA, c'est la défense de la plateforme TNT et son maintien. La stratégie de l'ARCEP, c'est le constat un peu chiffré qu'il y a une progression constante des autres modes d'accès à la télévision, et que globalement la plateforme TNT. Donc ce débat-là, il existe. Il existe. Nous, en tant que fournisseurs d'accès, on a été évidemment directement concernés, et parce que vous avez rappelé la demande des chaînes d'être rémunérées par ceux qui les diffusent. Nous continuons à penser, même si on a signé un accord avec TF1 M6, parce qu'on ne voulait pas priver nos clients de ces chaînes, mais nous continuons à penser que par principe, des chaînes qui bénéficient d'une fréquence gratuite doivent être apportées gratuitement à tous les citoyens, et donc leur diffusion ne devrait pas avoir de coût, ni pour nous, ni pour quiconque, à part des frais de transport que nous, jusqu'à présent, nous prenions en charge de façon... mais que la diffusion doit parvenir de façon égale à tous, sinon il y a des risques, par exemple des risques, si on ne se met pas d'accord contractuellement, d'écrans noirs, qui sont contraires à l'esprit de la loi, qui est de dire vous avez une fréquence pour que tous les citoyens puissent vous regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense que ça n'était pas attendu nécessairement au départ, moins de 50% des Français regardent aujourd'hui la télévision par voie hertzienne. C'est vrai que plus probablement le pourrait, même avec une distribution par un fournisseur d'accès, vous avez la capacité de brancher une antenne TNT, mais ils ne le font pas parce que c'est plus simple de tout avoir, de tout recevoir par la box. Donc c'est évidemment un sujet important à nos yeux. Je pense que de toute façon, alors après la question c'est plus une question d'horizon et de terme, l'évolution technologique et aussi la nécessité de libérer les fréquences, et y compris pour l'État, et notamment en France où la fréquence audiovisuelle est gratuite alors que les fréquences télécom sont payantes, l'intérêt évidemment de libérer progressivement des fréquences pour les donner aux télécoms qui en ont de plus en plus besoin, et pour les vendre, ou en tout cas pour les vendre aux enchères, donc ça permet aux États de faire rentrer de l'argent, créera une évolution. Mais cette évolution, elle ne sera pas rapide, et c'est pas parce que les chiffres progressent de façon sensible chaque année. On sait que c'est les derniers 20% qui sont toujours les plus difficiles à atteindre, donc il y aura encore un temps assez long, à mes yeux, où coexisteront
le numérique terrestre et la télévision numérique terrestre et les autres voies de distribution de la télévision. Merci. Je voudrais passer quelques minutes qui feront une bonne transition avec Hervé sur l'hémorragie de la contrefaçon. Alors, vous avez détaillé beaucoup de propositions et je pense que ça va être un appui remarquable aussi pour le travail des praticiens qui doivent lutter contre la contrefaçon. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on recueille votre avis et aussi donner un éclairage. C'est certains moyens, parce que finalement, ce qui est important quand on lutte contre la contrefaçon, au bout d'un moment, c'est d'arriver à, justement à l'arrêter et rapidement. Sur la question de faut-il viser l'internaute, faut-il viser le B2B, le fournisseur, il y a quand même eu des études américaines vers 2014, etc., qui s'interrogent dans le sens où parfois, quand on fait des sondages et quand on fait des statistiques, quand on vise la population et les internautes, il n'est pas forcément avéré que c'est là qu'on a les meilleurs résultats. On constate aussi qu'après, il y a des remontées des chiffres de la contrefaçon. C'est un point sur lequel il faut s'interroger. En revanche, quand on obtient des fermetures massives de sites, là, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on arrive à obtenir des autorités, des fermetures de plein de sites contrefaisants, là, on a un réel effet, une réelle diminution de la contrefaçon et une augmentation de la consommation légale. J'en viens au fait que nous avons dans plusieurs pays, et en France notamment, de très bons moyens d'obtenir la fermeture des sites et des accès. Donc ça, c'est, semble-t-il, un très bon système qu'il ne faut pas toucher, mais peut-être qu'on pourrait quand même le renforcer. Alors, il y a l'histoire de la liste noire qui serait d'une grande utilité, parce que les procédures qu'on peut faire pour faire fermer l'accès aux sites contrefaisants sont quand même assez longues et coûteuses. Si on avait cette fameuse liste noire le plus vite possible, ça nous aiderait. Et puis, l'Adopi, ils sont vraiment sur le peer-to-peer, etc., qui est maintenant une partie quand même non majoritaire, on va dire, des... Il y a le problème je voulais parler de la retransmission des programmes sportifs. Alors, on a les programmes sportifs, ils sont retransmis quasiment en même temps, de manière pirate, sur les réseaux sociaux. D'une part, ce n'est pas vraiment des sites qu'on peut demander au FAI de bloquer, et d'autre part, il y a une urgence à le faire sur le champ. Alors, nos homologues anglais, par exemple, ils ont un système qui permet d'obtenir justement la fermeture de l'accès. Donc en gros, moi, ce que je voulais ouvrir comme sujet, c'est sur une économie aussi importante que justement les programmes sportifs et la mutation qui fait que le peer-to-peer, c'est peut-être plus notre priorité. Est-ce que finalement, vous pouvez faire quelque chose pour nous aider avec les listes noires et peut-être des procédures accélérées ou administratives, en plus de celles qu'on pratique actuellement et qui nous conduisent effectivement à aller voir les FAI pour demander des fermetures d'accès. Et alors, si vous voulez bien peut-être nous dire quelques mots là-dessus, et après, on sera content d'entendre Hervé redire. Voilà. On a eu cet échange lors des auditions, et ces sujets-là sont mis dans le rapport, les sujets sont évoqués et mis sur la table. Maintenant, c'est dans le débat public que les choses vont pouvoir avancer. Et dans le cadre, évidemment, du débat à la fois sur l'avant-projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel, la question des retransmissions sportives, vous avez tout à fait raison de le dire, il faut agir dans l'immédiateté, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, vous avez fait un certain nombre de propositions, ces propositions sont sur la table. Moi, je ne suis pas décideur, en tout cas, nous avons relayé à notre niveau cette exigence et cette demande tout à fait légitime. Cette liste noire, ce n'est pas un sujet tabou. Dans l'échange que nous avons eu lors des auditions, ça a été dit, je le redis ce matin devant vous. Maintenant, il s'agit de faire avancer et progresser l'idée. Je pense que nous sommes bien en phase sur ces sujets-là. Maintenant, il s'agit de pouvoir convaincre les différents interlocuteurs et d'être une force évidemment pour se faire entendre. Si vous me le permettez, puisque nous sommes en phase sur ce sujet, juste sans être redondant, parce que je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais sur la présente question, je voudrais ajouter deux choses. Je voudrais dire que d'abord, à titre personnel, je l'ai dit, je l'ai expliqué, je me suis opposé à la disparition de France 4, parce que d'abord, France 4 finance évidemment le secteur de l'animation, qui est un secteur important et considérable pour notre attractivité, et qu'il y a là un premier danger. Deuxième danger,
c'est que dans la mutation que vous avez légitimement évoquée, des nouvelles formes de consommation, il faut faire attention parce que beaucoup de ces films d'animation sont quand même vus sur les écrans de télévision. Et il risque d'avoir des inégalités, notamment sociales, parce que dans les comportements, dans les réflexes, dans les habitudes de consommation, les films d'animation restent quand même bien consommés sur les chaînes de télévision. Deuxième point que je voulais ajouter, c'est qu'il y a toute une éducation à faire, notamment vis-à-vis des nouvelles générations qui ont des nouveaux modes de consommation, et c'est bien légitime, et ça, vous ne l'empêcherez pas, on ne l'empêchera pas. Il faut l'accompagner. Mais simplement, il faut aussi éduquer, il faut éveiller les consciences. Et moi, je l'ai beaucoup évoqué dans les échanges que nous avons eus les uns et les autres pendant ces auditions. Mais cet été, j'étais frappé, justement, en pleine rédaction du rapport, j'étais avec les petits cousins en vacances, et quand ils regardent soit un film, une émission sur leur tablette, ils ne consomment pas pour eux une œuvre ou une information de l'audiovisuel. Et donc il y a toute une pédagogie et une éducation à faire, parce qu'à partir du moment où ils sont sur une tablette ou sur leur smartphone, il n'y a pas de création, il n'y a pas de secteur audiovisuel. Si vous n'avez pas le téléviseur, mais vous consommez de la télévision. Voilà. Et donc ça c'est très important, et là on a un vrai travail à faire pour que ces nouvelles générations soient aussi formées, éveillées à l'explication du fonctionnement du système aussi de soutien à la création et de l'importance aussi d'avoir un certain nombre de règles qui soient explicitées. Parce que sinon, l'accélération des nouveaux modes de consommation va complètement casser et fragiliser notre modèle aussi de financement de la création. Il est important aussi d'éveiller les consciences, parce que je crois que quand on explique, eh bien, on comprend, et quand on comprend, eh bien, on accompagne aussi les projets qui sont les nôtres. Donc ça, c'est très important, et ça fait partie aussi du travail que nous devons mener. Merci. Alors Hervé, vous parlez de la SCAM, des enjeux européens, de la lutte acharnée et vitale qui se mène aujourd'hui à Bruxelles sous les coups des lobbyistes des GAFA. Écoutez, il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, je vais dire que je suis tout à fait en phase avec ce que vous avez dit, soit vous, M. Bournazel, ou David, sur un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de sujets en ce moment, donc c'est compliqué d'hierarchiser. Je vais partir de l'Europe, parce que tu me le proposes. Aujourd'hui, effectivement, on a un débat très violent, pour défendre des banalités, je dirais. C'est ça qui est absolument effarant. Puisque moi, je reviendrai d'auteur, et à Bruxelles, qu'est-ce que nous disons? Nous disons simplement que, et c'est le grand débat, c'est celui du partage de la valeur. Alors, il y a deux types de partage de la valeur qui est essentiel. Il y a nous, les auteurs, avec les producteurs, voire les diffuseurs. Ça, c'est le partage de la valeur classique, qui ne va pas toujours de soi. Je me souviens d'une époque où les grands opérateurs de télécom étaient assez hostiles à l'idée de rémunérer les droits d'auteur, et où Thierry Breton disait que le développement d'Internet allait avoir une victime collatérale, c'était la propriété littéraire artistique, Thierry Breton. On est en France, c'est pas M. GAFA, c'est pas M. Netflix, ou d'ailleurs qui l'a pas dit d'ailleurs, du tout, ou M. Facebook, donc il y avait de quoi s'inquiéter dans les années 2000. Et je me rappelle, parce que j'ai vécu dans la musique, sans faire l'ancien combattant, des moments extrêmement pénibles en France, avec des opérateurs français. Et ça, il faut le rappeler. Et ce qui est intéressant, donc aujourd'hui, l'étape nouvelle, c'est qu'on a affaire à des acteurs internationaux qui dépensent des fortunes à Bruxelles. Bon, mais c'est anecdotique pour faire du lobbying, ils sont très riches, donc ils dépensent beaucoup d'argent. Bon, ça, c'est une banalité affligeante. Ça ne sert à rien de le dénoncer, il faut le constater. Mais qui est le même problème que ce que nous avions il y a 20 ans, et qui a été résolu en France, parce que maintenant, on a des partenaires qui sont les fournisseurs d'accès, il n'y a plus de sujet. C'est effectivement le partage de la valeur avec les opérateurs internationaux. Avec une situation là encore bizarre, puisque en France, j'ai un accord avec YouTube, la SACD aussi a un accord avec YouTube, donc on a une situation particulière, c'est que l'écosystème français a une telle puissance que quand on est en France, dans notre frontière hexagonale, on obtient de YouTube un accord sur les droits d'auteur que YouTube dénonce pour la planète entière. On a un accord, vu la page de documentaire sur Netflix,
il est faible notre accord, il n'est pas très puissant économiquement, on a un accord avec Netflix, et je vais enfin rencontrer, ça y est, Facebook pour aller discuter des droits d'auteur sur Facebook. Et c'est vrai qu'il y a en France, et grâce à vous aussi, je veux dire, grâce au milieu politique, grâce relatif, et ça c'est une chance qu'on a en France, d'un consensus, grosso modo, de l'ensemble des forces politiques raisonnables de ce pays, et qui sont ce qu'on appelle des forces et des partis de gouvernement, on a au Parlement, et on a énormément de chance, un relatif consensus. Il y a des variantes, mais je le vois bien, et ça c'est une chance exceptionnelle. En Europe, on ne l'a pas. On a une Europe qui va mal, ça c'est une banalité de café du commerce. On a une Europe qui, alors oui, qui dit les 30% de la directive SMA, les 30% d'œuvres d'expression européenne sur Netflix, c'est magnifique, mais restons calmes. Moi je fais partie de ceux qui disent oui, c'est exceptionnel, on est passé de 20 à 30. Merci le gouvernement français à nouveau, merci Françoise Nyssen pour le travail qu'elle a fait, parce qu'elle a fait un énorme travail en coulisses dont on ne se rend pas toujours compte, mais qui est très important. Mais ça n'est que 30. En 1989, je ne vais pas faire les anciens combattants, année européenne du cinéma et de la télévision. Je me souviens avoir croisé Simone Veil à Venise. C'était l'époque où il n'était pas pensable de passer en dessous de 50%. Vous avez des pays européens aujourd'hui qui se demandent pourquoi on prend 30%. Et vous avez des pays qui étaient hostiles à l'idée d'un seul quota. Mais c'est même pas un quota, c'est de se demander pourquoi en Europe vous avez un nombre de pays considérable qui ne voient même pas le problème. Voilà. Donc à partir de là, on a aujourd'hui en Europe une situation qui n'est pas désespérante parce qu'on se bat, mais dans des conditions ahurissantes pour dire des choses d'une extrême banalité. C'est juste que l'Europe de la culture pourrait peut-être exister un peu, mais il y a autre chose derrière ça. Et moi, je le vois de plus en plus. Ça m'avait frappé à un moment donné dans la musique, ça me frappe aujourd'hui. Et ça, moi, je mets en cause le milieu que nous sommes, où il y a un certain conservatisme. Je pourrais dire facilement, les auteurs n'ont pas de pouvoir économique pour construire des modèles économiques. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on fait des films. Bon, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un manque vraiment extrêmement puissant de recherche et de développement dans nos secteurs. Il y a 20 ans, iTunes a débarqué dans ce pays. C'est bien simple. Je raconte son anecdote, c'est pas pour faire l'ancien combattant, mais c'est éclairant. Vous aviez deux plateformes de musique qui s'appelaient Virgin Mega, Fnac.com. Pour télécharger une musique sur Fnac.com ou Virgin Mega, en gros, je n'exagère pas, vous faisiez à peu près une dizaine de clics. Donc vous le faisiez 2 fois, et après vous alliez en peer-to-peer, hein, même quand vous aviez beaucoup d'argent, parce que la piraterie sur le peer-to-peer, ça a beaucoup bénéficié aussi au CSP+, qui trouvaient vraiment complètement ringard d'acheter un disque, et pas juste aux gens qui n'avaient pas de pouvoir d'achat. Donc on allait sur peer-to-peer, et en 2000, c'était fait. iTunes débarque, 2 clics. Tout le monde s'est précipité, enfin tout le monde, non, mais disons qu'une partie importante de la population, amateur unique, s'est précipitée sur iTunes. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est la même chose. Pendant des années, on savait que Netflix existait. Il y avait Canal Play. Bon, il y avait un certain nombre d'acteurs qui auraient pu quand même anticiper. Eh bien non, on n'anticipe pas, Netflix débarque, et là, ça y est, alors là en France, on adore ça. Dans l'Hexagone, on dit, mon Dieu, vraiment, ces méchants américains, ces gens vraiment qui nous envahissent. Mais ils ne nous envahissent pas, ils sont juste performants. Donc il y a un moment donné où il y a une forme de conservatisme dans le secteur, on parlait de la chronologie des médias. Bon, donc ce conservatisme, mais dont je veux bien faire partie d'une certaine façon, la SCAM en tant qu'acteur, actrice du secteur. On parle des écritures, David a raison, par exemple dans le documentaire aussi. Vous avez une formidable école documentaire en France, notamment histoire, société, politique, qui est très reconnue. Les documentaires, les nouveaux formats, on a du mal. Donc c'est très éclairant ce que tu as dit sur les prix internationaux où il n'y avait pas de... Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'on se bat très puissamment. On a raison de défendre un modèle de régulation. On a raison. Il faut harmoniser l'Europe par le haut. La plupart des pays européens veulent l'harmoniser par le bas. Ça, c'est un vrai sujet. C'est le sujet aussi de l'unanimité fiscale, qui est un sujet épouvantable. On voit Bruno Le Maire. Il faut reconnaître que Bruno Le Maire en met un rayon, si j'ose dire. Ça ne peut pas lui reprocher. Au contraire, il faut l'encourager, ce qui fait formidable. Margrethe Vestager, qui est une commissaire européenne chargée des questions fiscales, fait un travail formidable. Mais regardez, Bruno Le Maire a récemment été obligé de reconnaître que ce n'était pas encore fait.
Même l'Allemagne n'est pas claire. Bon. Donc, on s'inscrit dans un schéma où, au fond, ce que nous considérons comme banal ne l'est pas du tout à l'étranger. Donc, indépendamment du lobbying, qui est ce qu'il est, des GAFAM, enfin après tout, chacun fait son lobbying, encore une fois, voilà, chacun défend son intérêt, de façon parfois malhonnête, parce que c'est vrai que YouTube qui dit sauver Internet, la directive va tuer Internet, enfin, je vais rester poli, hein, mais c'est quand même ahurissant. Bon. Mais tout ça ne doit pas nous exonérer, cette situation où la régulation est difficile et où effectivement on a un certain problème, ne doit pas nous exonérer de la capacité du milieu à s'adapter à cet environnement. Voilà. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. J'ai peut-être été un peu traumatisé parce que j'ai connu dans la musique, mais dans l'audiovisuel, c'est en train de se reproduire. Ça recommence. Voilà, ça recommence. C'est désespérant. Alors, c'est très bien, Salto, TF1, France Télévisions, M6 qui vont se mettre ensemble. Ok, ils vont se mettre ensemble. Mais vous croyez que ça va révolutionner? Moi, j'aimerais bien me dire qu'effectivement, ça va révolutionner. Mais pas du tout. Aujourd'hui, je commence à voir des documentaristes français dont l'espoir se crée. C'est d'aller sur Netflix. Il faut quand même voir que le très grand documentaire, série de Jean-Xavier de Lestrade, qui s'appelle Staircase, qui est un pur chef-d'œuvre, franchement. Les droits ont été rachetés par Netflix. Canal n'a conservé que l'exclusivité en France, dans certaines conditions. Bon, voilà. Donc là, on a un problème majeur. On a aussi le problème d'ailleurs la crise de Canal+ le montre, de la force et de la faiblesse du dispositif français. Un grand acteur comme Canal est fragilisé. C'est tout le système qui tremble sur ses bases. Donc tout ça fait que, je dis, oui, on va se battre, et je pense que la directive sur le droit d'auteur va sortir finalement un texte acceptable. Il y a 3 sujets importants. Là, on n'est pas là pour parler des droits de la presse, mais il y a les droits voisins des éditeurs de presse. On peut le discuter, mais c'est un sujet très important. Il y a l'article -14 sur la rémunération proportionnelle des auteurs audiovisuels et des artistes. Et il y a le trait sur le value gap, le partage de la valeur. Ce sont 3 textes, d'ailleurs, qui vont ensemble. On les oppose, c'est ridicule, parce que parfois j'entends ceux qui sont pour le 13, ceux qui sont pour le 14, ceux qui sont pour le 11, je passe les détails, Marie, c'est un vrai bonheur. On a essayé de rédiger un communiqué de presse pour dénoncer la position de Google. On était sur le fil du rasoir, alors que c'est la même chose, c'est toujours ce partage de la valeur. Et au fond, ce qui est aujourd'hui en cause, c'est bien ce partage de la valeur. Mais ce partage de la valeur ne peut s'appuyer de façon cohérente que si tout le monde y met du sien pour développer des modèles économiques nouveaux. Et franchement, même dans la réforme de l'audiovisuel public, c'est très frappant. Alors, dans des conditions qui ont été très polémiques, le président de la République a dit c'est une honte. Je pense que ce n'était pas vraiment le service public qui était une honte, mais à un moment donné, il devait être énervé. Il a dit ça de cette façon-là. Mais il y a quelque chose de juste dans ce qui a été posé, plus ou moins droitement, par le président Macron, c'est que le numérique doit être au centre de la réflexion du service public, comme de M6 ou de TF1. Je ne suis pas sûr qu'M6 et TF1 soient super, et développer un modèle économique pertinent. C'est peut-être le service public qui, du coup, sous la pression, va peut-être y arriver. Mais le numérique au cœur, c'est exactement ça le sujet. On n'est plus en silo, France 2, France 4, France 5. Même si je suis comme vous, je ne suis pas sûr qu'il fallait supprimer France 4, et qu'en tout cas, la manière dont la réforme est effectuée, c'est en saucissonnant les problèmes, en parlant du financement et des économies et pas du redéploiement, c'est pas du tout la même chose. Il faut redéployer les moyens, il ne faut pas forcément les économiser. On croit toujours que France Télévisions coûte plus cher que beaucoup de services publics étrangers. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On dépense moins d'argent. Alors évidemment, dans le contexte actuel, elle explique aux Français que France Télévisions coûte pas si cher que ça. C'est quasi impossible. Enfin, voilà. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions de régulation, mais c'est aussi des questions du milieu à être capable de se moderniser. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu majeur et qui n'est pas encore acquis et qui est de nature à être un peu inquiétant, parce que le risque, c'est effectivement, nos fameuses imaginons, on aime ça en France, on se protège nous-mêmes, mais au niveau international, ça ne passe pas bien cette affaire, c'est pas ça. Et voilà. Et en même temps, une faiblesse des États européens à ne pas considérer que la construction européenne va de soi face à la puissance américaine. Il y a une dernière chose, et je termine là-dessus, c'est aussi qu'il ne faut pas quand même se raconter des histoires en Europe. Si c'est compliqué dans ces secteurs-là, c'est parce qu'on ne fabrique pas un avion. Je veux dire, quand même, la culture, c'est aussi linguistique, et c'est quand même compliqué, on le voit bien, même si
on reçoit et qu'on aime des fictions suédoises, je dis suédoises parce que les Scandinaves font des fictions assez remarquables, que parfois on le voit, nous, on arrive à exporter des documentaires, c'est vrai tout de même qu'il ne faut pas non plus s'illusionner. Hein. Le monde est fait de telle façon depuis très longtemps dans le secteur qu'il y a une appétence pour les programmes américains et après une appétence pour les programmes nationaux. Voilà, ou pour la culture nationale. En musique, par exemple, ça se voit aussi, c'est soit des Américains, soit des chanteurs français. Et ça marche très bien, hein. C'est ou l'un ou l'autre. De plus en plus, d'ailleurs, c'est des chanteurs français qui... Voilà, on le voit en fiction française. Dès que la fiction française remonte en qualité, elle est plus populaire que la fiction américaine. Mais c'est binaire, c'est pas 30% de production européenne que les Européens sont contents de regarder en France, que les Français sont contents de regarder, 30%, c'est pas équilibré du tout. C'est ou américain ou français. Donc, même si on fait des versions multilingues, on s'y met, même si je pense que les réalisateurs réfléchissent à mettre en place des œuvres qui sont susceptibles d'être transfrontaliers, y compris. Mais ça, c'est quand même une réalité. Et il ne faut pas non plus totalement s'en désoler. Après tout, un Espagnol reste un Espagnol, un Français. C'est pas non plus une catastrophe. On n'a pas un marché, c'est pas un marché 500 millions de consommateurs. Donc on ne sera jamais les États-Unis. Et donc, on a aussi, nous, notre façon de travailler qui est différente. Voilà. Enfin, ça fait beaucoup de choses, mais il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait continuer longtemps. Je vais te demander quand même de prolonger sur un sujet. Dans des pays comme les États-Unis ou le Danemark, les ayants droit et les créateurs sont protégés par des guildes et des conventions qui permettent d'avoir des redevances sur des suites, etc. Donc en France, on connaît la force de la rémunération proportionnelle. Où va-t-on Merci. Je voulais partir discrètement. Ah bon, c'est bon. Ah, oui. Non, Oui, mais merci beaucoup à Lauriane Rossi. J'espère qu'on vous revoit. J'espère qu'on vous revoit dans une prochaine réunion. Merci. Merci infiniment à Merci à vous beaucoup. Merci. Voilà. Alors, donc, où est-ce qu'on va avec cet article? Ouais, en fait, par rapport au droit des créateurs, qui est quand même une alimentation finalement de la fantaisie de la création, où est-ce qu'on va avec le droit des créateurs, rémunération, droit à l'accès au compte et données de consultation? Est-ce que les créateurs, les sociétés de gestion collective, vous allez savoir les diffusions sur Netflix, Amazon, on en est où avec la directive? Il y a plusieurs champs de question. Il y a des questions juridiques qui relèvent des textes de loi et puis ensuite les relations qu'on peut avoir avec ceux qui nous veulent des droits. Il y a deux choses. Alors, dans la musique, il y a une gestion collective étendue qui ne pose pas de problème depuis très longtemps. Dans l'audiovisuel, c'est compliqué, tu as raison de le dire, puisque dans l'audiovisuel, les mécanismes de gestion collective qu'on connaît avec la SCAD, la SACD, ne sont pas reproductibles dans tous les pays européens, puisqu'il n'y a de gestion des droits audiovisuels que, grosso modo, en Italie, en Espagne, dans une mesure en Pologne, mais c'est les documentaristes, pas les journalistes, il y a aussi les scénaristes. Donc, il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de gestion collective. Tu parlais dans les pays scandinaves des guildes. Oui, les guildes, c'est comme une convention collective, au fond, en droit du travail qu'on connaît bien. On a ça aux États-Unis. Hein, on se dit souvent les créateurs ne sont pas protégés aux États-Unis. Les guildes sont très très puissantes, hein, donc il ne faut pas dire ça. Mais c'est comme des conventions collectives. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est d'étendre la gestion collective de l'audiovisuel au moins à tout ce qui va être diffusé online, hein, en ligne. Voilà. La question qui se pose ensuite, donc ça c'est l'article -14 de la directive, du projet de directive. Ça c'est d'avoir un principe de rémunération proportionnelle. Alors on dit en anglais proportionate, donc proportionné, en français ça ne veut pas dire grand-chose. On va essayer nous d'espérer que proportionné veut dire proportionnel. Bon, c'est pas fait. Nous on voulait proportionnel, mais ça c'est l'article -14 qui devrait poser un principe. Ensuite, il y a la nature de la relation que nous contractualisons avec les redevables de droits d'auteur. Où là, effectivement, il faut qu'on ait ce qu'on appelle de la documentation. La documentation, c'est qu'est-ce qui est diffusé par ces plateformes. Et deux, le chiffre d'affaires. Alors là, aujourd'hui, moi, je reçois des sous de YouTube. Bon, YouTube nous déclare un chiffre d'affaires. Je ne suis pas inspecteur des impôts. Tu vois, je n'ai pas de pouvoir d'audit puissant pour aller voir ce que YouTube me raconte. J'ai quand même des sommes, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Je reçois de l'argent et j'arrive à rémunérer un certain nombre de YouTubeurs de façon convenable. Donc voilà, mais oui, il y a une certaine opacité, mais la gestion collective, elle repose évidemment sur la transparence des redevables. Il faut que, un, on ait la bonne documentation, deux, on ait la capacité de suivre. Donc je n'ai pas là-dessus d'inquiétude majeure
à un moment donné, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi lié à la transparence fiscale. Voilà, tout ça est lié au même phénomène, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une société, ce qui là aussi par une banalité affligeante, et où là même l'Europe, évidemment, pour des questions d'égoïsme nationaux, se comporte comme il se comporte avec l'Irlande, les Pays-Bas ou Luxembourg, on a une aberration. Mais sinon, effectivement, si demain matin, et je pense, moi, à terme, je suis toujours, à court terme, je suis pessimiste, à moyen terme, je suis pessimiste à long terme, parce que je ne crois pas que les États, de façon générale, et l'Europe en général, acceptent une dérégulation sauvage. Je n'y crois pas. Donc je pense que peu à peu, étape par étape, il va y avoir une régulation et que du coup, nous, évidemment, on aura une meilleure transparence de la situation du marché. Mais ça se fait lentement. Et encore une fois, en France, on est relativement aidé parce qu'on a une vraie tradition de la gestion collective. Dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, où il y a des contrats de buy-out et les redditions de comptes, évidemment, deviennent d'autant plus par les producteurs essentiels, puisque les redditions de comptes, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'obligation, au titre d'ailleurs du Code de la propriété intellectuelle, hein, c'est pas juste nous qui l'exigeons, les producteurs doivent rendre des comptes, les éditeurs littéraires, etc., de secteurs où les comptes sont très mal rendus. Donc effectivement, s'il n'y a pas de gestion collective dans beaucoup de pays européens, c'est le producteur qui est redevable de l'ensemble des droits d'auteur, et s'il ne rend pas les comptes correctement chaque année, évidemment, l'auteur n'est pas payé. Et en tout cas, ignore. Vous savez, il faut le savoir, il y a des auteurs qui ignorent que leur œuvre a été vendue à droite ou à gauche. Hein, donc, voilà. Les producteurs ne sont pas toujours des gens vertueux, ça dépend des moments. La gestion collective nous protège les auteurs. C'est pour ça aussi qu'on pense que la gestion collective, ce n'est pas uniquement une question de pouvoir, c'est une question de transparence. La gestion collective facilite la gestion des droits. Voilà. C'est pour ça qu'on en est militant. Et dans les pays où il n'y a pas de gestion de droits et où il n'y a pas de guide, parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne, il n'y a ni guide, ni gestion collective d'un certain nombre de droits. Ça, c'est le pire parce que tu n'as pas la protection par les guides, ni la protection par la gestion collective et la gestion collective. Donc voilà, mais c'est un système là aussi très hétérogène et où l'Europe est très divisée. Alors, je pense que la salle va certainement, les participants vont certainement vouloir profiter de l'expertise de nos intervenants pour poser des questions. Alors, la semaine dernière a eu lieu à la SACD une rencontre Chine-France. Et les Chinois nous ont vous voulez vous présenter oui. Émilie Caillon et Garpo Productions. Donc je suis autrice, réalisatrice, productrice. En fait, les Chinois nous enlevaient tous le système de droit d'auteur. Ah oui. Par rapport au droit moral et par rapport au droit financier. Ils se demandaient tous comment on pouvait faire pour que ce soit réparti à niveau mondial. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose là à faire valoir par rapport à justement notre conception du droit d'auteur et par rapport à la répartition de la valeur. Et aussi justement par rapport à cette répartition de valeur, c'est où va-t-on trouver la valeur et peut-être aussi ouvrir vers des fonds privés pour faire financer les produits audiovisuels. Je ne sais pas si la question s'adresse à moi ou pas, mais sur la Chine, la CISAC, qui est la Confédération internationale des auteurs et compositeurs, travaille d'arrache-pied sur l'instauration en Chine, autant que faire se peut d'un régime de droit d'auteur qui ressemble à quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de gestion collective. C'est bizarre d'ailleurs dans un pays, c'est assez curieux. Enfin, on le sait, la Chine est un pays bizarre sur le plan idéologique aujourd'hui. Il trouve tout et son contraire. Donc, il y a un travail de fond fait par la CISAC. Il faut savoir de façon générale que la Confédération internationale des auteurs travaille dans tous les pays où elle peut, de l'Afrique à l'Asie, pour développer la gestion des droits. En tout cas, déjà la protection des droits et ensuite la gestion collective. Donc, on le fait. La SSC est active, on essaye de l'être aussi. La SSCD est effectivement active. Ça, c'est une première chose. Ce qui est compliqué, c'est d'évangéliser. Alors, aux professionnels aussi, de le faire. Alors, je ne sais plus d'ailleurs, je pense que la Chine a signé les traités OMPI, j'ai un doute, parce que l'Iran ne l'a pas fait, par exemple. Moi, je suis allé en Iran. Je crois qu'il y a des auteurs en Iran qui ne demanderaient qu'à y voir clair. Il se passe beaucoup de choses en Iran et il y a un foisonnement artistique qu'on n'imagine pas vu d'ici, parce qu'on croit que tout est censuré, c'est plus compliqué que ça. Donc, bref, il se passe beaucoup de choses en Iran. Il y a une école documentaire magnifique. Et il y a cette question aussi de la signature des traités OMPI pour commencer ensuite. Si on n'a pas signé de traité OMPI, c'est plus compliqué. Donc voilà, en tout cas, ça c'est la première chose. La deuxième chose,
vous parlez plus du financement que des droits d'auteur. Évidemment que le financement, ça va ensemble. Mais vous posez une question d'ailleurs qui est intéressante aussi, mais qui est moins vraie dans la fiction que dans le documentaire. C'est l'éclatement du nombre de producteurs. Moi, alors à titre personnel, je n'en cache pas plus la scape que ça. Je fais attention, tant pis s'il y a des tweets. Je m'interroge moi-même sur l'émiettement du nombre de producteurs. Vous savez qu'en France, il y a un élément important auquel on est très attaché, qui est issu de ce qu'on appelle les décrets TASCA sur la production indépendante. Donc, on est en France dans une situation très particulière. Là aussi, il y a des effets pervers et des effets positifs. La production indépendante, c'est le fait que les chaînes de télévision doivent passer par des structures indépendantes pour produire des œuvres patrimoniales, fiction, enfin vous connaissez ça, et documentaires notamment. Ça a un impact intéressant sur le plan créatif parce que les auteurs eux-mêmes nous le disent. Ça limite l'œuvre de commande de la chaîne qui a tendance, les chaînes ont toujours tendance à vous commander quelque chose qui est formaté de telle et telle manière, en fiction comme en documentaire, et ce qui est contraire à la création. Il faut que l'auteur puisse quand même avoir une marge de liberté, c'est évident. Donc le fait qu'il y ait un producteur indépendant sur ce plan-là est intéressant. En même temps, on le voit en documentaire, il y a une quantité astronomique de producteurs. Et qu'est-ce que ça pose comme sujet? Ça pose le sujet des fonds propres, de la capacité d'un producteur. Voilà, j'ai un documentaire, ça vaut 100 000 euros. C'est déjà pas mal d'ailleurs, 100 000 euros pour faire un documentaire. Mais si le producteur avait lui-même 20 000 euros en plus. Or, le problème aujourd'hui, là aussi, c'est un effet pervers des aides, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, en tout cas en documentaire, je cherche 100 000 euros pour faire un documentaire. J'obtiens mes 100 000 euros. Sur les 100 000 euros, je prends ma marge de producteur. Et c'est fini. Et de temps en temps, je pose le documentaire sur une étagère une fois qu'il a été diffusé 3 fois, 4 fois. Ça, c'est pas ça non plus. Ça, c'est pas ça non plus. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'effectivement, je pense, mais je suis très prudent quand je dis ça, parce que je sais que c'est un peu tabou aussi, que les producteurs aient une meilleure structuration du secteur de la production, et qui est toujours difficile de mettre le curseur au bon endroit, de la bonne taille des producteurs. Mais moi qui viens de la musique, il y avait ce problème-là aussi. C'est-à-dire qu'un bon producteur, c'est quelqu'un à mon sens, qui a une taille suffisante pour faire à la fois des productions, je mets ça entre guillemets exprès pour choquer, alimentaires, mais qui rapportent des sous, pour faire aussi, et pour produire des œuvres plus difficiles. Dans la musique, je l'ai beaucoup connu, ce principe. Et ça marche plutôt pas mal. Et donc ça, c'est difficile. Dans l'audiovisuel, on n'en est pas toujours là, donc il y a une question. On le sait à France Télévisions qu'il y a des gens qui pensent être producteurs. Moi, je mets les pieds dans le plat. On le pense aussi, le CNC le pense aussi. Voilà, mais ça, c'est une des questions. Je ne réponds pas complètement, mais c'est une vraie question. Et ça, je sais qu'il y a eu des débats au Parlement très importants sur la question des droits, lancés plus d'ailleurs par le Sénat peut-être que par l'Assemblée à un moment donné, mais ça va revenir devant de la scène. Et ça, c'est un sujet très compliqué, mais essentiel aussi dans la structuration du paysage. Non, je peux juste rajouter une chose à ce que disait Hervé pour donner. C'est une anecdote que je raconte dans l'entendre, pardon si ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu. Mais sur ce sujet de la production indépendante, l'approche peut être extrêmement différente par pays. Oui. Et par exemple, si vous prenez l'Angleterre, la BBC a une obligation de recourir à 50% de production indépendante. C'est-à-dire, avant, elle faisait, vous savez, quelquefois 100% de propre. Aujourd'hui, elle ne peut faire que 50% de production propre et elle fait 50% de recours à des producteurs indépendants. Et il y a quelques années déjà, je fais partie des gens qui sont chargés de missions. Comme ça se répète. J'ai même vu dans le rapport que vous souhaitiez le lancement le renforcement de la radio numérique terrestre. J'ai dû faire un rapport il y a 10 ans pour dire que ça n'avait aucun avenir. Et comme le CSA tient absolument à ce que ça a un avenir, il convainc les gens. Je reste convaincu que ça n'en a aucun, mais ce sera un autre débat. Mais c'est pour dire que voilà, on se répète beaucoup dès qu'on a un peu d'âge dans ces fonctions. Mais j'avais été très frappé parce que bon, quand on a un rapport avec les producteurs en France, donc on va de temps en temps au syndicat des producteurs indépendants, qui se caractérise, disons, par une certaine modestie, y compris dans ses locaux, parce que les syndicats des producteurs indépendants montrent que les producteurs indépendants n'ont pas de fonds propres, comme disait Hervé. Et alors, donc j'ai rendez-vous en Angleterre dans le cadre de cette mission à l'association des producteurs indépendants, et j'arrive à la City avec un open space immense, un étage immense, et je rencontre le directeur général de l'association des producteurs indépendants anglais. Et je lui dis, mais je suis très étonné parce que vous êtes producteur indépendant. Visiblement, il y a des
des moyens ici. Et il me dit, mais oui, parce que la première chose qu'on demande à un producteur indépendant en Angleterre, pour qu'il soit membre de l'association, c'est son accountability. Et donc, c'est vraiment deux visions différentes. C'est-à-dire le producteur indépendant en France, et c'est vrai, moi je considère que c'est un effet pervers de notre système, c'est qu'en réalité, c'est d'ailleurs plus vrai pour la fiction que pour le documentaire, parce que pour le documentaire, les télévisions financent en moyenne à peu près 50% du coup. Mais en matière de fiction, quand vous faites la somme de ce qui est financé par la chaîne, plus de ce qui est financé par le CNC, vous n'êtes pas très loin des 100%. Vous êtes à 85, 90. Et donc, d'une certaine façon, il n'y a pas besoin effectivement de fonds propres. Et d'où la multiplication néanmoins la multiplication des producteurs, dont je considère personnellement, mais là aussi c'est un sujet très polémique et très sensible, donc je le dis ici, mais je ne le dirai peut-être pas ailleurs, mais qu'il y en a trop. Qu'il y en a trop parce que l'éclatement de la production indépendante aujourd'hui a affaibli la production française. Parce qu'aujourd'hui, à quoi assiste-t-on dans l'histoire, dans la production française? On a eu en France un système dans lequel on a profondément méprisé tout ce qui était production de flux. Le résultat, c'est qu'elle est entièrement partie à l'étranger. Ce sont des grands groupes étrangers qui font de la production de flux. Et on a insisté que sur ce qu'on appelait de façon assez laide la production de stock, c'est-à-dire celle qui a une valeur patrimoniale. Mais le résultat aujourd'hui, c'est que ces grands groupes reviennent pour faire de la production de fiction. Et eux, ils ont les moyens, ils ont les forces, ils ont les fonds, etc. Et les producteurs français sont un peu affaiblis. Donc, je pense que nous n'avons pas aidé par notre système. J'en prends ma part, puisque je me suis occupé du CNC à un moment donné, et que le CNC contribue à tout ça, à l'émergence d'un tissu industriel de producteurs qui aurait aussi fait face aux diffuseurs de façon différente. Juste un point peut-être, c'est juste pour le plaisir de discuter, mais moi je dois dire que sur les annonces qui ont été faites sur l'audiovisuel public, indépendamment du fond, on peut discuter, je dois dire personnellement j'ai été très stupéfait de la méthode. Parce que on ne voit ça nulle part ailleurs à l'étranger, dans des pays de service public, avec un grand service public démocratique. C'est-à-dire que, si vous prenez par exemple l'Angleterre, pardon de citer l'Angleterre, qui n'est pas un modèle pour tout, mais elle a un service public qui quand même tient à peu près la route dans l'Europe. L'Angleterre, les gouvernements successifs n'ont pas gâté la BBC. C'est-à-dire qu'ils ont imposé des plans d'économie successifs qui sont des plans extrêmement durs. Puis en Angleterre, on a moins de sentiment qu'on peut en avoir ici. Donc, si on vous dit 10% d'économie, ben, vous économisez 10% sur les programmes, 10% sur la technique et 10% sur le personnel. Donc, c'est assez radical. Mais en Angleterre, j'ai jamais vu un gouvernement, même les plus libéraux, les plus hostiles à la BBC, annoncer que telle chaîne irait sur le numérique, que telle chaîne irait ailleurs, etc. C'est des choix une fois qu'on a fixé un cadre, à la fois en termes de mission et de budget, ce sont des choix de conseil d'administration. C'est l'autonomie des sociétés que de dire, dans les évolutions actuelles, on considère qu'il faut faire France Info ou pas, après on discute, mais c'est un choix de direction, et que la chaîne pour enfants doit être sur le numérique ou pas. Bon, à titre personnel, ce que je constate, c'est qu'on était à peu près quand même le seul pays à avoir un service public qui considère que les chaînes pour enfants doivent être uniquement sur le numérique. Les services publics ont tous conservé des chaînes pour enfants. Donc je suis un peu... Je trouve que c'est une décision un peu bizarre. Mais je trouve surtout que cette méthodologie qui consiste à aller jusque-là, et je suis complètement d'accord, à ne pas... On ne peut pas simplement se contenter... Si on croit au service public, et ma conviction personnelle, c'est que dans cet univers, on voit quand même que les États perdent un peu de pouvoir dans leur capacité de réglementation, dans leur capacité d'imposer un certain nombre de choses. Le service public, ça reste l'arme absolue, forte, totale, dans laquelle on peut imposer des valeurs sur l'éducation, effectivement, sur la qualité des programmes, sur l'exigence de l'information. C'est parce que c'est financé à 100% par la redevance, par les contribuables, et que donc ça reste un élément fort. Et on voit bien, en tout cas dans les pays d'Europe, partout, les services publics sont des éléments forts et quelquefois moteurs pour les évolutions de programmes. En Angleterre, en Allemagne, etc., il y a eu des évolutions. Même en Italie, Dieu sait que l'Italie est un pays compliqué, mais quand vous regardez depuis 3-4 années, la RAI est un diffuseur formidable de fiction nouvelle.
beaucoup plus en termes quantitatifs que France Télévisions. Donc, s'il y a quelque chose sur lequel on doit s'appuyer, c'est aussi nos services publics. Et donc, c'est vrai que je trouve que parler des économies avant de parler des missions, c'est un peu dommage. Moi, je pense que le service public doit faire des économies. Je pense qu'il n'y a pas de raison dans un pays où on demande un peu à tout le monde des efforts, que le service public soit exonéré de tout effort. Je pense qu'il n'est pas démontré que chaque euro investi, d'ailleurs, je le pense aussi, là c'est très hétérodoxe pour le budget de la culture, je ne crois aujourd'hui, pardon, c'est une parenthèse, mais aujourd'hui nous sommes quand même à un degré zéro de la réflexion sur la politique culturelle, où le seul critère à l'aune duquel une politique culturelle est jugée, c'est le maintien du budget. Ce qui, à mes yeux, est une absurdité. Mais, parce qu'à la fin des fins, pourquoi est-ce que c'est plus important de préserver le budget de la culture que le budget de la santé? Je peux choquer, mais c'est quand même un peu la vie quotidienne des citoyens. Par contre, dire s'il y a des missions culturelles indispensables, ça c'est autre chose, mais ça ne veut pas dire que chaque euro dépensé en culture est utile. Donc, sur l'audiovisuel, qu'on puisse faire des économies est une chose, mais on ne peut le faire que si on a dit auparavant ce qui était absolument indispensable. Et là, je rejoins complètement Pierre-Yves Bournazel dans ce qu'il a écrit et dans ce qu'il vient de dire. Je pense que c'est vraiment ce rôle du service public qu'il faut valoriser et dont il faut convaincre nos concitoyens. Parce que, bon, on voit bien la réticence à payer l'impôt en ce moment. Accepter de payer un impôt, c'est convaincre. Et ça n'est pas impossible. Il y a un exemple, je termine là-dessus, je vous promets, mais il y a un exemple assez impressionnant. J'ai entendu le directeur de télévision suisse il y a quelques mois. En Suisse, quand le référendum sur est-ce qu'on arrête la redevance est parti, il y a eu un sondage pour dire 62% des gens sont pour l'arrêt de la redevance. Un sondage. Il y a eu une campagne extraordinaire, enfin très 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 forte, etc. À la fin, 72% des gens ont voté contre la suppression de la redevance. Donc ils ont compris l'utilité du service public. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste un rêve de se dire qu'on peut faire un peu de pédagogie. Chers amis, je voudrais rebondir sur cette petite intervention caustique de David Kessler pour dire que notre objectif à l'OTA, c'est de proposer des intervenants de qualité. Et ce matin, c'est encore plutôt réussi. C'est aussi, et c'est pour ça que ça se passe ici, ce n'est pas conception de qualité, des cafés et des croissants, c'est aussi en coopération avec Lauriane Rossi qui nous a quittés, pour vous permettre de transmettre des informations. Et nous avons le plaisir d'avoir M. Bournazel aujourd'hui qui est là tout à fait prêt à entendre vos interventions, vos critiques. Donc j'aimerais bien que la salle prenne un peu la main dans ce débat. Oh. Sébastien Morivant, producteur Tetramédia Studio. Vous parliez tout à l'heure, et je partage plutôt votre opinion sur le fait qu'il y a trop de producteurs. Je crois qu'on a longtemps considéré que la diversité culturelle passait par la diversité des intervenants. Et je pense que c'est une erreur qui nous a considérablement affaiblis au cours des dernières années. J'ai une question assez simple, c'est qu'est-ce qu'on fait, et notamment au niveau du CNC, qui est un outil fondamental de l'accompagnement de l'industrialisation du secteur, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là pour justement permettre un minimum de concentration et d'industrialisation qui sont les seuls éléments qui nous permettront demain d'être compétitifs au niveau international. Compléter un petit peu. Oui, c'est ce que. Enfin, allez-y. Enfin, oui, on n'est pas. C'est difficile pour le CNC, enfin, je ne veux pas parler à la place du CNC, mais d'avoir une politique de définition a priori du nombre de producteurs idéal. Ce qui est en train de se faire au CNC, on le voit dans certaines manières de réformer les fonds, c'est. Là, on le voit parce qu'il y a 30 millions d'économies à faire, mais est-ce que c'est simplement la conséquence des 30 millions d'économies à faire? C'est effectivement d'évincer certains producteurs de l'automatique. Mais ce n'est pas forcément une très bonne idée. Il faut voir qui est évincé d'automatique, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est assez compliqué. Je pense qu'une des questions de la production indépendante, c'est la question de savoir s'il faut modifier les seuils de recours par les chaînes de télévision à de la production indépendante ou pas. C'est ça qui va changer, probablement. Qui pourrait changer.
le curseur. C'est d'ailleurs ce que le Sénat a tenté. Alors là, on est à l'Assemblée nationale, mais au Sénat, vous avez Jean-Pierre Leleu et d'autres ont mis les pieds dans le plat très violemment. Je me souviens, il y a 2 ans au FIPA, 2 ou 3 ans au FIPA, il y a eu des réflexions très, très violentes avec des syndicats de producteurs vent debout. Et puis ça a fini par aboutir à un accord pour France Télévisions. Enfin, vous connaissez ça. Donc. Mais ça, c'est le point central. Le CNC, il prend le paysage comme il est. Oui, il me semble. L'industrialisation du secteur ne passe pas que par la concentration via les diffuseurs. En fait, la concentration peut se faire aussi un peu en dehors des diffuseurs. Oui. Et donc cette notion d'indépendance, elle a évidemment son importance. Et elle a contribué à l'éclatement des dernières années, mais c'est clairement pas la seule. Et encore une fois, le CNC est l'un des éléments avec France Télévisions. Le CNC est, me semble-t-il, depuis quelques années, accélérateur, du moins, n'a pas freiné cette accélération de l'éclatement. Effectivement, l'indépendance est un élément à discuter. Discuter que de l'indépendance, c'est considérer que la concentration ne se fera que sous des diffuseurs. Et ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que cette concentration peut se faire avec des diffuseurs, sans diffuseurs, avec des diffuseurs internationaux, ce qui est notre cas. Et donc cette notion n'est pas la seule qui permet d'industrialiser le secteur. Le CNC a beaucoup de choses dans sa main. Je pense notamment à l'utilisation des avances, je pense notamment à la circulation des comptes entre les sociétés, de manière à faciliter le développement de groupe. Aujourd'hui, vraiment avec le CNC qui a un peu été notre grand studio national français, c'est le CNC qui a joué sur le grand studio qu'il y a pas eu en France. Avec ce CNC aujourd'hui, il est extrêmement difficile quand on est un groupe de se développer. Vous avez un inconvénient concurrentiel par rapport aux nouveaux entrants, ce qui est assez étonnant. Non mais je pense que vous avez raison. Alors je pense que le paysage évolue quand même d'une certaine façon indépendamment du cadre réglementaire. C'est-à-dire quand on regarde les producteurs de fiction aujourd'hui et aussi parce que aujourd'hui la production de fiction nécessite malgré tout des capacités industrielles quand vous produisez une série que tous les producteurs n'ont pas. C'est pas la même chose de produire un militaire de 90 minutes pour le service public et puis de produire des séries en étant capable de délivrer chaque année. Parce qu'on a vu des exemples où une série en France où on faisait une série, on délivrait 3 ans après la 2e saison et la première saison a été un succès, la 2e a été un échec parce que tout simplement il n'y a plus d'attente. Il faut travailler chaque année. Donc il y a, quand on regarde les sociétés de production aujourd'hui et les grandes sociétés de production, on s'aperçoit qu'il y a eu des phénomènes de concentration massifs et il y en a encore, puisque, je ne sais pas, une société comme MediaOne, par exemple, rachète aujourd'hui à tour de bras des sociétés de production. Lagardère l'a fait à un moment, mais moins aujourd'hui, parce qu'il y a probablement à vendre, mais enfin, il y a ce travail de concentration. Après, c'est vrai que là où vous avez raison, mais c'est un de nos petits travers français, c'est que de façon générale, on a cette idée que small is beautiful, et donc, d'une certaine façon, les gros sont toujours regardés avec un peu de suspicion. Alors, c'est vrai au CNC, probablement, il y a eu des grosses boîtes. C'est vrai dans le cinéma, quand vous regardez finalement les quelques rares boîtes un peu puissantes que nous avons de cinéma, je pense UGC Gaumont-Pathé par exemple, elles sont toujours regardées, elles sont y compris par leurs confrères producteurs, comme des gens qui sont suspects. Moi, je considère que nous avons elles sont essentielles à l'équilibre du cinéma français depuis toujours, d'ailleurs, en réalité, même quand les conditions étaient différentes, parce que il faut aussi des boîtes qui ne sont pas très puissantes au niveau international, mais qui ont quand même un peu de surface nationale pour assurer l'existence de l'industrie. Donc voilà, donc je pense que là-dessus, je vous rejoins, je pense qu'il y aurait des possibilités d'accélérer les choses, mais il y a beaucoup de forces hostiles à cette vision des choses. Est-ce qu'il y aurait une question en particulier pour M. Bournazel Une question pour M. Bournazel, peut-être on la passe d'abord si ça ne vous ennuie pas, comme ça on le libère. Allez-y, c'est derrière vous. Et après. C'est bon. Oui. Monsieur le ministre, tout à l'heure, Vous pouvez vous présenter. Émilie Marek de la chaîne Voyage, chaîne thématique documentaire. Vous mentionniez tout à l'heure l'asymétrie entre les GAFAM d'un côté et les
l'intérieur des acteurs historiques français, il y a aussi un traitement, un tri à faire et un traitement particulier, une différenciation à faire entre les acteurs de Pay TV et de Free TV. À moi. D'abord, je rebondis sur la présente question et je viens à la vôtre. Ce que je veux vous dire, c'est que j'entends les messages. Moi, j'ai une approche très pragmatique. Je suis législateur. Donc le législateur, il est là d'abord pour écouter, comprendre et apprendre des sujets d'un écosystème et essayer, là où il peut agir, d'être le plus efficace possible. Le sujet que vous avez abordé nécessite de regarder quels sont les leviers, éventuellement réglementaires, à utiliser pour trouver le bon équilibre, si tant est que les leviers réglementaires puissent y contribuer. Donc voilà, de manière générale, moi je suis à votre disposition pour échanger, vous recevoir, vous n'hésitez pas à me solliciter, pour m'évoquer un certain nombre de sujets, pour qu'on puisse aussi nourrir notre réflexion et la confronter aussi à d'autres points de vue et essayer à partir de là de voir dans l'intérêt général quelles sont les dispositions, les prises de position que l'on peut prendre sur un certain nombre de sujets quand c'est nécessaire. Et moi j'essaye d'être le plus en recul possible et pas partie prenante, mais essayer vraiment d'apprendre et de comprendre. Voilà ma position. Alors, bien sûr que, évidemment, les acteurs historiques, chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun a son modèle. Moi, je ne souhaite pas jouer de la division entre ces différents acteurs parce qu'ils ont quand même des enjeux en commun qui sont majeurs. Ça a été rappelé tout à l'heure, à la fois à l'échelle européenne et à notre échelle nationale. Il s'agit de travailler à lutter contre cette asymétrie de la régulation. Je suis attaché à titre personnel à cette diversité des acteurs historiques. Cette diversité est plutôt une richesse. C'est une offre qui correspond aussi à des demandes. Et donc, je ne sais pas quelle était la question exacte, c'est-à-dire quelle est la proposition qui est derrière votre question, mais je suppose qu'il y a une envie d'une action particulière. Je veux bien écouter, je veux bien vous répondre dessus. Oui. De l'ACCESS, donc l'ACCESS a formulé des propositions dans ce sens-là. Je pense que vous en avez eu connaissance. Et sinon, on pourrait y avoir une petite activité, j'en suis sûre. Mais principalement, c'était étant donné que le modèle économique et les moyens économiques de ces deux acteurs, gratuits ou payants, n'est pas le même aujourd'hui. Il y a tout d'abord la question du seuil de déclenchement, oui. Qui est une question qui revient souvent, la simplification des conventions, du modèle de conventionnement, notamment les taux, les quotas de programmes européens. Il y a beaucoup de sujets qui certains sont communs, d'autres sont différenciants du fait de la différence réelle, pratique entre ces deux types d'acteurs. Et on a suivi dans le passé, la réglementation a souvent été mise à l'origine pour les acteurs, les gros acteurs de la télévision publique gratuite. Aujourd'hui, on aimerait éviter que cela se reproduise dans la réforme, qui est un sujet qui nous intéresse tous. Et d'autant plus que là, on est en train de créer une différenciation entre les GAFAN, de limiter la différenciation entre les GAFAN et les acteurs de télévision en général. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi un traitement particulier à adresser pour les acteurs de télévision payants. Alors, de manière générale, oui, ça, je l'ai dit, j'entends tout à fait. Et vos légitimes attentes sur le sujet, c'est d'ailleurs aussi dans le débat public. Moi, je n'ai pas de tabou sur vos sujets. Là aussi, il faut convaincre des partenaires. Moi, je suis prêt à vous recevoir et à discuter en profondeur. Il faudra aussi confronter vos demandes que j'entends et qui sont tout à fait légitimes avec les possibilités aussi d'action que nous avons
pour que vous puissiez avancer sur vos sujets de manière tout à fait, j'allais dire, réelle, sans qu'on vous raconte une histoire. C'est-à-dire, que peut-on faire à partir de vos propositions, de manière très concrète, lesquelles, quels sont les leviers que l'on peut utiliser et l'équilibre qu'on peut retrouver ou pas. Voilà. C'est un sujet que moi je n'ai pas tranché, donc voilà, j'entends, je suis prêt à y travailler dessus, à vous recevoir avec mon équipe, à organiser même avec un certain nombre de parlementaires une réflexion avec vous approfondie et de confronter un peu votre point de vue aussi avec d'autres acteurs qui peuvent avoir des positions différentes que les vôtres sur ce sujet. Voilà, parce que j'entends des propositions, d'autres acteurs ne sont pas tout à fait en phase avec vous. Mais... Donc j'essaye, moi, si vous voulez, je ne veux pas être partisan. Je ne privilégie pas une offre par rapport à une autre. J'essaie vraiment d'écouter, de comprendre les enjeux, et ensuite, quand j'ai bien compris et cerné les enjeux, et que je vois les conséquences de telle ou telle décision, j'essaie d'évaluer quelle est la décision la plus acceptable pour l'intérêt général. Voilà. Mais je suis à votre entière disposition pour approfondir tous ces sujets. Je vous recevrai bien volontiers. Voilà. J'entends et je vous remercie, et je prends note du fait que c'est pas clair pour vous aujourd'hui. C'est important que puisse être encore. Je n'ai pas tranché ce sujet. Voilà. Et parce que j'entends des points de vue différents. Et vous savez, c'était d'ailleurs sur tous les sujets qu'on a évoqués dans le rapport, il y a des sujets qui ont été tranchés, il y a des sujets du rapport avec lesquels je ne suis pas tout à fait en phase aussi non plus, sur des positions. J'ai aussi évoqué mon propre positionnement dans l'avant-propos, notamment singulièrement sur l'audiovisuel public. Il y a des sujets, si vous voulez, c'est très compliqué pour nous. Parce qu'il y a aussi, si vous voulez, une confrontation d'opinions et de points de vue sur un certain nombre de sujets qui nous oblige à réfléchir. Parce qu'il y a une démonstration qui nous est faite par un certain nombre d'acteurs que nous entendons, nous trouvons la logique tout à fait implacable. Et puis notre acteur arrive et nous démontre une logique tout à fait implacable aussi. Et le législateur, bon, je peux aussi faire semblant de donner ma préférence pour tel ou tel point de vue, mais ça serait injuste parce que il y a des sujets parfois où il faut aussi le temps du cheminement et de la réflexion. Moi, j'ai envie de toutes celles et tous ceux qui, sur tous les sujets, d'un coup, ont tranché et disent « tiens, je donne raison à tel ou tel point de vue, comme ça va m'arranger ». Moi, j'aime bien prendre du recul. C'est la raison pour laquelle, par exemple, sur l'audiovisuel public, j'ai travaillé, j'ai consulté en dehors de toutes les auditions, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai essayé de donner un point de vue libre. J'ai essayé, et je remercie M. Kessler de ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que c'est tout à fait partagé, c'est-à-dire de réfléchir d'abord sur les missions, sur le sens que l'on donne à l'action de l'audiovisuel public, et c'est à partir de là qu'on peut le réformer, et effectivement de lui donner une véritable gouvernance et une stabilité de la gouvernance, qui me semble absolument essentielle. C'est la raison pour laquelle je pense, contrairement à ce qui est dit là dans le rapport, qu'il n'appartient pas à l'Assemblée nationale, notamment, et au Sénat, de donner son avis sur les nominations de France Télévisions. C'est une repolitisation, pour moi, de la fonction, là où il faut donner à France Télévisions la possibilité d'avoir un conseil d'administration renouvelé sur lequel la présidence peut s'appuyer pour travailler dans la durée et en confiance avec les professionnels. Et il n'appartient ni au président de la République, ni aux parlementaires, à mon sens, de se mêler de la gouvernance de France Télévisions et de l'audiovisuel public en général. D'abord, c'est une garantie d'indépendance et de neutralité, et ensuite, les parlementaires comme moi, il y en a qui pensent peut-être les politiques en général qui ont leur avis. Moi, je n'ai pas d'avis à donner sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas à moi de choisir et de donner des instructions pour savoir quels sont les choix de France Télévisions ou de Radio France sur le soutien à tel type de création. Voilà, j'ai mon avis personnel. Il y a des choses que j'aime bien et des choses que je n'aime pas, mais ça, c'est en tant que citoyen. Je trouve qu'il faut aussi avoir la prise de recul. Donc, sur des sujets aussi complexes que vous évoquez, que j'ai bien sûr déjà entendus qui m'ont été relayés, je n'ai pas fait mon avis tranché, et je trouve que ce sont des sujets extrêmement complexes. Je trouve qu'il y a une légitimité, une cohérence de vos demandes, ça c'est certain, mais j'ai besoin d'approfondir parce que j'ai eu aussi des avis contraires à ce qui a été porté par vous. Est-ce que... Moi j'avais une question, excusez-moi pour la poser. François Cassalat, Cinéphile VIP. En fait, vous avez abordé rapidement tout à l'heure la plateforme, enfin, l'opposition, le développement de Netflix. Il y a une question qui m'interroge toujours, c'est où en est-on de Salto? Est-ce que le législateur, au jour d'aujourd'hui,
travaille dans ce sens-là ou pas? Alors, écoutez, là aussi, que des acteurs historiques veuillent travailler ensemble et avancer, il faut que s'en réjouir. M. Plesser a dit tout à l'heure, à juste titre, que probablement, il y a quelques années, il y a eu un manque d'anticipation et de réactivité d'un certain nombre de grands acteurs historiques pour se mettre en mouvement. Est-ce que ce mouvement est trop tardif? Ça, c'est à vous de le dire. En tout cas, il est nécessaire que nous puissions soutenir de telles démarches. Je ne vois pas pourquoi nous ne participions pas à conforter, appuyer, soutenir, aider une telle démarche d'acteurs historiques dans un monde en pleine mutation et où il faut bien qu'ils amènent des réponses. Donc oui, Salto, pour moi, est une bonne initiative. Je l'ai dit, je le redis. Après, ce n'est pas à moi de juger là aussi. Je le dis librement puisque la question m'est posée. Il est clair que nous avons un sacré temps de retard. Voilà. Et que ce temps de retard, maintenant, il appartiendra à l'avenir, à l'histoire de juger si il peut être récupéré. Moi, je crois au mouvement. Je suis, comme vous, assez pessimiste à court terme sur un certain nombre de sujets, mais résolument optimiste à moyen et long terme. Et je crois que maintenant, il y a une compréhension de différents acteurs sur cette mutation et sur la nécessité de se prendre en main et d'additionner les forces et les talents pour créer une offre qui soit une offre à partir des valeurs et des convictions qui sont les nôtres sur ces sujets et de défendre la création française, la création européenne. Je pense que c'est absolument essentiel. Et donc il faut qu'on soit présent et que donc il faut soutenir cette démarche-là. Merci, monsieur le député. Chers amis, je crois qu'on arrive au bout de notre réunion. Monsieur le député Bournazel doit partir sur le dossier et de toute façon, nous devons libérer les locaux de la question. En tout cas, je vous remercie. Oui.